Les influenceurs des réseaux sociaux, Andrew et Tristan Tate, font à nouveau la une des journaux, de retour aux États-Unis et de nouveau menottés. Le duo a été arrêté ce week-end à Miami dans le cadre d'enquêtes criminelles qui se sont désormais étendues à travers le monde. Les procureurs britanniques veulent une escale brève des Tate aux États-Unis, réclamant leur extradition pour qu'ils fassent face à des dizaines d'accusations. Nous connaissons les faits du jour au tribunal fédéral. Je rencontrerai aussi un avocat pénaliste réputé. Et j'invite un membre du service des marshals américains qui pourra nous donner un aperçu exclusif de l'arrestation d'Andrew et Tristan Tate. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Cela fait un petit moment que nous n'avons pas parlé d'Andrew et Tristan Tate, les influenceurs des réseaux sociaux qui se décrivent eux-mêmes comme misogynes et qui font actuellement face à des accusations criminelles dans plusieurs pays. Donc, en ce moment, alors que j'enregistre ceci, les frères sont en détention fédérale à Miami, en Floride. Ils vont attendre la décision d'un juge pour savoir s'ils seront extradés vers le Royaume-Uni afin d'y faire face à des accusations de crimes sexuels. Donc, vous avez Andrew, 39 ans, et Tristan Tate, 38 ans. Ils possèdent la double nationalité américaine et britannique. Mais ces dernières années, ils ont alterné séjours en prison roumaine. Les deux s'étaient installés en Roumanie après avoir critiqué en ligne le manque de liberté dans d'autres pays. Fin 2022, Andrew et Tristan ont été arrêtés avec deux femmes. Ils ont été accusés d'avoir attiré des femmes dans l'exploitation sexuelle et sur des sites liés au travail du sexe en leur promettant des relations amoureuses ou que les frères Tate les aideraient à faire avancer leur carrière d'influenceuse. Andrew Tate a souvent affirmé qu'il n'existait aucune preuve contre lui et évoqué un complot sous-jacent. Ils ont été emprisonnés puis placés en résidence surveillée avant qu'un tribunal ne lève l'interdiction de voyager, leur permettant l'an dernier de partir en jet privé en Floride et de revenir en Roumanie. L'affaire en Roumanie est toujours en cours mais a rencontré des obstacles procéduraux, selon les médias locaux. Mais au même moment où ils faisaient face à des accusations à Bucarest, plusieurs femmes au Royaume-Uni ont également porté plainte contre l'État. Et maintenant, ces hommes font face à des dizaines d'accusations là-bas. Alors, lorsqu'ils ont atterri à Miami samedi, cette fois, ils ont été placés en garde à vue sur la base d'un mandat d'arrêt, placé sous scellé dans le cadre d'une demande d'extradition. Selon le service des poursuites de la couronne au Royaume-Uni, Andrew et Tristan sont inculpés en lien avec 4 autres victimes présumées et des incidents qui auraient eu lieu entre 2010 et 2017. Donc, en plus de cette longue liste d'accusations auxquelles ils faisaient déjà face, selon un article de The Guardian, ils en affrontent maintenant des dizaines d'autres. Le service des poursuites de la couronne a inculpé Andrew de 7 chefs de viol supplémentaires. 3 chefs pour organisation ou facilitation de la traite à des fins d'exploitation sexuelle. 3 d'agression causant des lésions corporelles et 19 chefs pour infractions liées à des images indécentes d'enfants et à la pornographie extrême. Donc, au total, selon la BBC, Andrew fait maintenant face à un total de 42 chefs d'accusation au Royaume-Uni. Tristan en affronte 17. Malcolm McCarthy, chef de la division des crimes spéciaux du service des poursuites de la couronne, a déclaré: ces inculpations suivent la réception d'un nouveau dossier de preuves de la police du Bedfordshire et portent à 7 le nombre total de victimes présumées. À présent, les avocats des Tate ont catégoriquement nié toute faute. L'avocat Joseph McBride a déclaré sans détour que le monde sait qu'Andrew et Tristan Tate sont innocents et que leurs ennemis le savent encore mieux. C'est pourquoi ils ont été attaqués. Il a ajouté: comprenez ce que le Royaume-Uni vient de faire. Un accord de longue date entre les gouvernements britanniques et roumains prévoit que le Royaume-Uni ne demande pas d'extradition tant que les procédures roumaines sont en cours, ce qui est actuellement le cas. Cet accord existe car aucune nation ne peut bafouer la souveraineté judiciaire d'une autre pour des raisons politiques. Le Royaume-Uni a renié sa parole quand cela l'arrangeait. Voilà qui ils sont. Cette demande d'extradition n'a qu'un seul but: enlever Andrew et Tristan par des formalités administratives avant qu'un jury américain ne révèle la vérité au monde entier. Nous sommes convaincus qu'une fois qu'un juge compétent verra les faits et qu'une fois que le département de la justice fera face à cet abus flagrant de sa propre autorité, Andrew et Tristan Tate seront libérés. L'Amérique ne fait jamais le sale boulot politique de la Grande-Bretagne ici. McBride a déclaré que les arrestations avaient été autorisées par un simple fonctionnaire du département de la justice. Le département aurait affirmé à l'Associated Press que la direction de sa division criminelle avait validé les arrestations. Matt Jury, déjà invité dans cette émission, avocat de 4 prétendues victimes britanniques, a déclaré au Guardian: Andrew Tate fait désormais face à une réelle perspective d'extradition vers le Royaume-Uni après des années de campagne de ces 4 femmes.
Elles ont passé des années à se battre pour que des mesures soient prises, et j'exhorte maintenant les autorités à faire en sorte que cette affaire avance aussi rapidement que possible. Andrew et Tristan Tate sont accusés de viols multiples et de traite d'êtres humains. Il est temps qu'ils répondent devant la justice. La BBC a détaillé la procédure pour ce genre de demande. Le bureau du procureur de la Couronne prépare une demande, puis un juge la certifie. La demande finale est envoyée au ministère de l'Intérieur, qui la transmet au département d'État américain. L'affaire est ensuite examinée ici, aux États-Unis, par un tribunal, et le secrétaire d'État, Marco Rubio, aurait le dernier mot sur l'extradition. Et il y a eu des rumeurs par le passé selon lesquelles les Tate, qui ont tous deux affiché leur soutien au président Donald Trump, pourraient bénéficier de son intervention dans leurs affaires judiciaires. Mais le président a déjà déclaré qu'il ne savait rien des affaires des Tate. C'est ce qu'a rapporté le magazine Time. Cependant, je vous informe que le média rapporte que Donald Trump Jr. avait déjà qualifié la détention des frères en Roumanie de, je cite, folie absolue. À présent, un avocat spécialisé dans le droit de l'extradition, Ben Keith, a déclaré au Times, au Royaume-Uni, que si les Tate décidaient de contester la demande d'extradition, l'affaire pourrait rester bloquée dans le système judiciaire britannique pendant des mois. Très bien, je sais que c'est un changement de sujet, mais est-ce que quelqu'un parmi vous a un chat? C'est important. Vous devriez écouter attentivement. Qui ne souhaite pas un chat heureux et en bonne santé? Offrez-leur Smalls, notre sponsor, c'est l'idéal. La plupart des aliments pour chats sur le marché sont faits avec des ingrédients de remplissage bon marché, des sous-produits de viande et des ingrédients artificiels. Et c'est la santé de votre chat qui en paie le prix. C'est la vérité. Small se distingue car ses recettes utilisent des ingrédients sans conservateur, 100% propres à la consommation humaine, comme ceux que vous trouveriez dans votre réfrigérateur. Les chats tirent leur énergie des protéines. Ils ont aussi besoin de beaucoup d'hydratation pour rester en forme. Small contient au moins 80% de protéines animales et ses ingrédients frais sont cuits en douceur pour préserver nutriments, hydratation et saveur. 88% des propriétaires de chats constatent qu'avec Smalls, leurs chats digèrent mieux, ont un pelage plus brillant et plus d'énergie. Les experts en parlent aussi positivement. Forbes a classé Smalls comme la meilleure nourriture pour chats, toutes catégories confondues. Les testeurs de BuzzFeed ont rapporté que leur chat devenait fou pour cette nourriture. La santé de votre chat commence par ce qu'il mange. Essayez Smalls. Bénéficiez de 60% de réduction sur votre première commande, en plus de la livraison gratuite et de friandises à vie en vous rendant sur smalls.com/sidecar. Donc beaucoup de choses à aborder. Je parlerai aussi de l'audience d'aujourd'hui. Mais d'abord, deux perspectives sur le sujet. Je souhaite d'abord faire intervenir l'avocat pénaliste Bradford Cohen, reconnu pour traiter des affaires très médiatisées et de célébrités. Je voulais son avis sur ce qu'on doit penser ici. Regardez. Bradford, ravi de vous voir et merci d'avoir pris le temps. C'est un rebondissement majeur. C'est un rebondissement majeur. Ils se font arrêter alors qu'ils sont à Miami. Ils sont maintenant confrontés à ces accusations supplémentaires, en plus de toutes les autres accusations auxquelles ils faisaient face. Ils ont l'affaire en Roumanie. Il y a une enquête potentielle en Floride. Quelle est votre perception générale de ce qui s'est passé ce week-end? La perception générale est, vous savez, essentiellement, donc ils étaient en Floride. Ils se font arrêter dans le cadre de cette extradition. Ils ont toujours cette affaire en cours en Roumanie. Et c'est ce qui va rendre cette extradition si intéressante, c'est qu'il y avait un accord présumé avec le Royaume-Uni sur l'ordre de priorité. Et nous faisons souvent cela avec différents États qui peuvent avoir différentes affaires contre des individus. Donc c'est un peu là où ils en sont en ce moment. Ils ont ces affaires en cours en Roumanie. Ils ont des affaires en cours en Angleterre. Cette extradition concerne l'affaire en Angleterre qui allait essentiellement être suspendue jusqu'à ce que les affaires roumaines soient résolues. Pourquoi s'opposeraient-ils à l'extradition? Qu'est-ce qui les inquiète à l'idée de retourner au Royaume-Uni? Est-ce que c'est parce que s'ils retournent au Royaume-Uni, ils pourraient... Je ne sais pas particulièrement comment fonctionne la question de la caution là-bas. Mais pourraient-ils craindre que s'ils y vont, ils ne puissent pas obtenir de caution et soient détenus derrière les barreaux en attendant leur procès là-bas? Est-ce qu'ils veulent la contester autant que possible ici, aux États-Unis? Mais j'ignore aussi comment cela fonctionne s'ils contestent l'extradition ici. Reste-t-il détenu ici? Alors, reprenons ça un peu. Vous avez dit beaucoup de choses là. Laissez-moi donc clarifier un peu, d'accord? Oui, donc, Oui, je pense qu'ils contestent l'extradition parce qu'il y avait, premièrement, ce prétendu accord de longue date avec le Royaume-Uni selon lequel ils ne demanderaient pas l'extradition tant que la procédure roumaine était en cours. Et je pense que quelqu'un, peut-être au ministère de la Justice ou quelqu'un d'autre, a décidé de soumettre ce mandat à un juge fédéral. Et le juge fédéral l'a approuvé. C'est comme ça qu'un mandat est délivré. C'est comme ça que l'extradition commence. Maintenant, c'est la première phase. Le deuxième point pour lequel il s'opposerait à l'extradition. La première, c'est cet accord.
Et puis la deuxième raison, c'est parce qu'ils resteraient probablement en détention pendant le transfert vers l'Angleterre. Ils ont déjà vécu cela en Roumanie, n'est-ce pas? Ils sont restés détenus 8 mois à 1 an sans accusation. Ensuite, des accusations ont été posées, certaines abandonnées, d'autres en suspens. Tous leurs biens ont été saisis. Je veux dire, l'affaire roumaine était un peu folle en ce qui concerne la façon dont cela s'est passé et le fait qu'ils n'étaient autorisés à aller nulle part. Donc, ils ont évidemment peur, j'imagine, de rester en détention. Maintenant, comment fonctionne l'extradition aux États-Unis? En général, vous n'avez pas droit à une caution en matière d'extradition et la façon dont cela fonctionne, c'est l'article 3184-18 USC 3184 qui le régit, n'est-ce pas? Et on examine la décision concernant la caution. Représente-t-il un risque de fuite? Sont-ils un danger pour la société? Ils n'ont pas droit à une caution. Et très probablement, dans des cas comme celui-ci, les individus ne se voient pas accorder de caution. Maintenant, pourquoi leur cas est-il différent? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, ils sont en liberté. Il ne s'est rien passé. La société n'a couru aucun danger. Deuxièmement, ce sont des personnalités bien connues. S'ils avaient voulu fuir, ils auraient pu le faire. Ils auraient pu aller au Vietnam, ils auraient pu aller dans différents pays qui n'ont aucun accord d'extradition avec qui que ce soit. La Roumanie, l'Amérique, l'Angleterre, ils auraient pu aller dans ces pays-là. Ils ne l'ont pas fait. Donc, l'argument du risque de fuite, je pense qu'il est un peu faible. Et puis, la troisième chose qui est vraiment la plus importante pour moi, c'est que le Royaume-Uni avait un accord selon lequel la Roumanie avait la priorité. Et l'argument serait essentiellement que c'était en quelque sorte un acteur isolé qui a soumis un mandat et il a été signé par un magistrat. Et ce magistrat, vous savez, n'avait aucune idée d'un quelconque accord avec le Royaume-Uni concernant l'incident roumain. Donc, ils ont une multitude de choses à traiter. Ce à quoi cela va se résumer, c'est essentiellement à l'audience d'extradition. Et puis aussi, si le Royaume-Uni est prêt à leur accorder une sorte de caution ou une forme de mise en liberté dans le cadre de la procédure d'extradition et les laisser partir en Angleterre librement. La Maison-Blanche va-t-elle s'impliquer? Pourquoi est-ce que je dis ça? Monsieur McBride a déclaré lundi aux journalistes qu'il pense que Marco Rubio et l'administration Trump ne soutiennent pas le communisme. Ils ne sont pas favorables à l'idée de poursuivre des gens pour avoir exercé leur liberté d'expression. Je pense, par principe et vu les raisons de leur élection, qu'ils refuseraient que deux citoyens libres aillent dans un pays où ils risquent d'être emprisonnés pour des raisons politiques. Je trouve ça intéressant. Je ne sais pas si la Maison-Blanche va s'impliquer ou non, ou si elle est obligée de s'impliquer. Je pense qu'il va y avoir des échanges d'emails. Je pense qu'il va y avoir des témoignages sur le fait que le Royaume-Uni a accepté de renoncer à toute extradition jusqu'à ce que l'affaire roumaine soit terminée. Donc, je ne sais pas si cela va être nécessaire, mais je pense aussi qu'il va y avoir un argument d'équité, non? Si le Royaume-Uni a accepté de patienter jusqu'à ce que la procédure en Roumanie soit terminée, ce qui n'est pas inhabituel, beaucoup de pays, beaucoup d'États font cela. Si vous regardez l'affaire du petit Dirk, il a une affaire en cours à Chicago, il a une affaire en cours en Californie. Ils doivent établir une certaine priorité pour savoir qui l'obtient en premier. Donc, il existe une jurisprudence et de bons précédents montrant que différents pays donnent la priorité à ces États. Je ne parle pas de ces pays. Je ne pense pas qu'ils auront besoin de s'impliquer. Je pense que ce sera une question pour le ministère de la Justice et il s'agira de savoir si ce mandat a été délivré par erreur, essentiellement s'ils ignoraient que le Royaume-Uni avait cet accord. Une personne du ministère de la Justice pense, attendez une minute, ils ont un mandat d'arrêt. Présentons-le à un magistrat. C'est rare, mais cela arrive. Donc, je ne pense pas que la Maison-Blanche doit forcément s'impliquer. Mais je pense aussi que ce sont des circonstances inhabituelles et que c'est une affaire inhabituelle. Donc, ça ne me surprendrait pas si, vous savez, le secrétaire d'État s'impliquait dans ce genre d'affaires. Je sais que la loi et les accusations diffèrent, mais j'aimerais votre avis sur ce qu'ils affrontent au Royaume-Uni. Donc encore une fois, pour réitérer, Andrew Tate ferait face à 42 chefs d'accusation, donc viol, traite d'êtres humains, image indécente d'un enfant et agression. Tristan Tate, 17 chefs d'accusation, dont agression sexuelle, viol et traite d'êtres humains. On parle d'environ 59 chefs d'accusation à eux deux. On sait déjà qu'ils faisaient face à des accusations de viol et de traite d'êtres humains au Royaume-Uni.
suite à des allégations datant de 2012 à 2015. Il semble que cela concerne une enquête impliquant 7 femmes qui auraient eu lieu ou seraient censées avoir eu lieu dans l'Est de l'Angleterre entre 2010 et 2017. Ils font aussi l'objet d'une action civile au Royaume-Uni de la part de 4 femmes qui les accusent d'agression sexuelle. Parlez-moi donc de la gravité de ces accusations et de la façon dont un avocat de la défense les aborde. Donc, les accusations sont très graves, évidemment. Les allégations sont très graves. Ce que les allégations, à mon avis, ne montrent pas, ce sont ces poursuites qui sont en cours. Je pense qu'il y avait une poursuite en cours aux États-Unis, mais j'ignore si elle a été rejetée. Beaucoup de ces affaires comportent une phase de communication des preuves. Et il y a eu quelques avancées, dans le sens où les histoires n'étaient pas exactement comme ces jeunes femmes les racontaient. Donc, la façon dont l'avocat de la défense attaque ces éléments, c'est exactement comme je le dis. Vous savez, on pose des questions sur les incidents. On regarde quelles sont les preuves. On regarde quelles preuves sont encore en attente. S'il y a des preuves extrinsèques, les témoins qui auraient été présents ou à qui ces personnes auraient raconté les faits peu de temps après ou n'auraient pas raconté peu de temps après. Pourquoi a-t-il fallu attendre de 2010 jusqu'à maintenant pour que ces allégations émergent? Pourquoi y a-t-il un laps de temps? Toutes ces différentes choses sont remises en question et nous essayons de trouver des réponses à ces questions. Vous savez, ces allégations sont toujours horribles. Vous savez, dans l'affaire Sean Combs, ces allégations étaient horribles. Et puis, il a finalement été déclaré non coupable pour la majorité de ces accusations. Donc, vous savez, tout le monde, en Amérique du moins, est présumé innocent jusqu'à ce que vous savez qu'un procès ait eu lieu. Donc, vous avez cette présomption d'innocence tout au long du procès, et ce, jusqu'à ce qu'un jury décide si vous êtes coupable ou non coupable. Donc, quand je regarde ces affaires, les allégations dans toutes les affaires, vous savez, il n'y a jamais de bonnes allégations dans les affaires. Elles sont toujours mauvaises. Les allégations sexuelles sont parmi les pires parce qu'elles touchent à votre réputation, elles touchent à votre être. Contrairement à, vous savez, si c'est une affaire de vol, si c'est autre chose de ce genre. Vous voyez, quand on pense aux affaires d'agression sexuelle, vous savez, on commence à se demander si l'on a affaire à un esprit pervers comme dans une affaire de meurtre. Et comment défend-on une affaire de meurtre exactement de la même manière? Vous savez, nous rappelons au procureur que la charge de la preuve lui incombe et nous l'obligeons à prouver ses accusations. Et si nous avons une défense à présenter, si nous avons des témoins qui étaient là et qui disent quelque chose de contraire à ce qui s'est passé, alors nous les faisons témoigner. C'est comme pour n'importe quoi. Et chaque fois que j'ai une affaire, tout le monde dit toujours ce type est fichu ou ce type est cuit. J'ai déjà eu des affaires d'armes à feu avec ADN et empreintes, l'arme retrouvée dans la boîte à gants de la voiture qu'il conduisait, et pourtant j'ai obtenu un verdict de non-culpabilité. Donc je ne connais pas tous les faits et circonstances de l'affaire. En les connaissant, nous saurons quelle sera la défense. Seriez-vous préoccupé par leurs anciens commentaires en ligne et leurs interviews? Et pensez-vous que cela pourrait jouer un rôle dans cette affaire? Je pense qu'au minimum, même si l'on parle ici aux États-Unis, il s'agit d'une question de sélection du jury, de savoir comment trouver un jury juste et impartial. Parce que c'est la différence entre eux et d'autres personnes qui sont finalement arrêtées et inculpées. Parfois, cela sort de nulle part. Parfois, c'est comme je ne sais pas. Tu vois, je ne savais rien sur Bill Cosby, tu vois. Je n'étais pas dans les cercles quand il l'a rencontré. Mais tu aimes le jello. Il y avait des gens, tu sais, certains disaient ouais, ouais, non, certains disaient mon Dieu, je le connaissais. Tu vois, ce n'est pas une surprise. D'autres étaient comme quoi? Le père de l'Amérique? D'où ça sort? Andrew et Tristan Tate. Maintenant, encore une fois, ils sont innocents jusqu'à preuve du contraire. Mais je dois demander, tu vois, leurs commentaires. Je me demande si ça pourrait être une complication pour eux. D'une part, essayer d'obtenir un jury juste et impartial. Encore une fois, je ne connais pas toutes les normes au Royaume-Uni ni comment fonctionne la loi. Mais aussi, j'imagine, je me demande si cela pourrait être utilisé comme preuve. Donc ça m'inquiète toujours quand je représente quelqu'un de connu parce qu'il y aura toujours des déclarations ou il y aura toujours quelque chose sur Internet, surtout maintenant, même pour des personnes qui ne sont pas connues. Vous savez, mais quand je représente des personnes très en vue, ce qui m'est arrivé souvent, ça m'inquiète par rapport à ce qu'ils ont pu dire. Ce qui m'inquiète davantage parfois, c'est la manière dont les procureurs l'utilisent et le déforment. Cela arrive très souvent. Regardez les paroles de rap qui sont utilisées de nos jours. Et j'ai eu des affaires où des procureurs d'État ou des procureurs fédéraux américains ont manipulé les paroles pour les faire correspondre à leur récit
ou vous savez les changer complètement. Donc, c'est la même chose avec les paroles de rap. Vous savez, est-ce que ça m'inquiète que le gars dise Hey, je porte un 45 et je patrouille dans le quartier? Évidemment, ça m'inquiète car je sais que je dois l'aborder. Donc, tout va dépendre de ce qu'ils utiliseraient et de la façon dont ils l'utiliseraient. Et je pense que cela devrait vraiment être examiné, au moins aux États-Unis. J'ai toujours été partisan de vraiment restreindre la portée des paroles de rap, de restreindre la portée de ce qu'une personne dit, parce que nous sommes un pays et nous sommes un pays attaché à la liberté d'expression. La restreindre afin qu'elle soit adaptée à l'affaire en question. Un individu qui dit Hey, je n'aime pas, vous savez, les femmes qui sont volages, et puis vous savez, il se retrouve dans une affaire à caractère sexuel. Et tout à coup, le procureur veut introduire cette déclaration sous un autre prétexte. Mais nous savons que c'est pour prouver le caractère. Vous savez, cela ne devrait pas être permis. Est-ce que ça m'inquiète? Oui. Est-ce que ça me préoccupe? Oui. Tout dépend de la déclaration et de la façon dont il la présenterait. Je veux vous poser une question de plus à ce sujet. Il est également rapporté par CNN que la Floride enquête sur les frères, qu'il y a une enquête criminelle en cours. Et le procureur général de Floride, James Huffmeyer, a publié sur X après l'annonce de l'arrestation des frères. How the Turntables. Comment cela affecte-t-il une éventuelle affaire ou enquête en Floride? D'abord, Je ne comprends pas le sens du tweet How the Turntables. Je l'ai lu et je pense qu'il voulait dire quelque chose. je pensais que c'était autre chose. Comme les rôles se sont inversés, je suppose. Les rôles se sont inversés. Je ne comprends pas ce qu'il voulait dire. Évidemment, tu sais, écoute, et s'il y a une enquête en cours, tu gères une enquête en cours. Je ne réagis pas très bien aux menaces. Tu sais, les avocats m'envoient des lettres tout le temps au sujet de leurs clients et ce genre de choses. Les lettres ne m'intéressent vraiment pas. Les appels non plus. Les tweets non plus. Si tu as un dossier, engage des poursuites. Si tu n'en as pas, n'en engage pas et n'en parle pas sur Twitter. Moi, je suis un gars qui aime frapper les gens en pleine figure et ne pas leur dire, tu sais, genre, hey, au fait, si tu continues, je vais te frapper en pleine figure. Non, il faut juste le faire. Soit tu les frappes en pleine figure, soit tu ne le fais pas. Donc, pour moi, c'est le genre de situation où les menaces ne signifient rien pour moi. Les actions comptent plus que les menaces. Et si tu as quelque chose, alors présente-le. Pendant qu'on parle, ma productrice Savannah, incroyable, vient de dire que c'est une blague de The Office. Michael Scott dit comment les tables ont tourné. Mon Dieu. Gotcha. Donc je suppose qu'il fait une blague. Je ne suis pas, tu sais, aussi branché que James, le procureur général de Floride. Il est beaucoup plus branché que moi. Je n'ai pas compris la blague. Je l'ai lu, mais je n'ai pas compris. Peut-être à cause de mon âge. C'est bien de le replacer dans son contexte. Qu'est-ce que je dois dire? Je ne sais pas. Remets-le en contexte. Mais quand même, comme je l'ai dit, je ne fais même pas de blague à ce sujet. C'est quand on intente un procès contre quelqu'un ou qu'on juge quelqu'un, ce n'est jamais quelque chose de drôle. Donc, j'ai eu des procureurs qui m'ont dit, ce sera un procès amusant et ce sera un bon exercice pour moi. Tu sais, tu as la vie de quelqu'un entre tes mains et ce n'est pas un exercice, ce n'est pas un procès amusant, c'est quelque chose que je prends extrêmement au sérieux. Je pense que beaucoup de mes employés prennent ça extrêmement au sérieux. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose dont on peut plaisanter. Donc, si vous avez quelque chose, engagez des poursuites. Sinon, vous ne le faites pas. Très bien. Voyons où cela mène. Bradford Cohen. Toujours le meilleur. D'accord. J'invite maintenant Emily Maddox, membre du service des Marshals des États-Unis, Affaires régionales, Bureau des opérations internationales pour l'Europe du Nord. Et elle va nous expliquer maintenant à quoi a ressemblé l'arrestation d'Andrew et Tristan Tate. Comment cela s'est-il passé? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans toutes les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux? Voici Émilie. Émilie, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Alors, tout d'abord, juste pour que nos téléspectateurs et auditeurs sachent, vous avez réellement participé à l'arrestation des frères Tate. C'est bien ça? Oui, c'est exact. Et à quel titre? D'accord. Je travaille pour le service des Marshals des États-Unis et notre agence était responsable de l'arrestation. Les Marshals affectés au district sud de la Floride et à Miami sont ceux qui ont procédé à l'arrestation samedi. Pouvez-vous nous donner des éléments de contexte sur la façon dont cela s'est passé, à quel moment et selon quelle procédure? Bien sûr, les États-Unis ont un traité d'extradition avec le Royaume-Uni.
Et conformément à ce traité, une demande d'extradition a été faite par les autorités du Royaume-Uni. Cette demande a ensuite été transmise par le département de la justice. Et une fois qu'elle a été jugée recevable, une fois que la demande a été approuvée, elle a alors été transmise au district sud de la Floride et un mandat a été délivré par un juge fédéral à Miami. Une fois que ce mandat a été délivré, il a ensuite été confié au service des marshals des États-Unis pour procéder effectivement à l'arrestation dans cette affaire. Pourquoi cela s'est-il produit précisément au moment où ils allaient à cet événement de sport de combat? Y a-t-il une stratégie ou une raison précise derrière ce choix de moment? La raison, d'après ce que je peux partager, c'est qu'à ce moment-là, euh, publiquement, des informations indiquant que les frères Tate allaient assister à cet événement étaient déjà publiques. Et donc, la décision a été prise de le faire à ce moment-là. Y a-t-il une inquiétude de leur part en tant que personne très en vue, vous savez, riche? Est-ce que cela est pris en compte lors de l'interpellation? Bien sûr, oui, cela va toujours entrer en compte, tout comme de nombreux autres détails. Notre priorité sera toujours d'effectuer une arrestation de la manière la plus sûre possible. Et donc, c'est vraiment notre toute première priorité, dans ce cas comme dans les autres. Nous avons vu de nombreuses vidéos de leur arrestation inonder les réseaux sociaux. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Qu'est-ce qui se passait que nous n'avons pas vu, qui n'a pas été capturé par la caméra piéton, en ce qui concerne la façon dont ils ont été arrêtés? Comment ils ont été traités? Quelles questions leur ont été posées? Comment ils ont été contrôlés? Qu'est-ce qui se passe que nous ne voyons pas? Donc, la grande partie que vous ne voyez pas, c'est ce processus juridique dont j'ai parlé tout à l'heure, le processus qui mène réellement à l'émission d'un mandat. Mais dans ce cas, l'arrestation a été très rapide. C'est vrai, il n'y a vraiment eu aucun problème à ce niveau-là. Et donc, il n'y a vraiment pas grand-chose qui se passe là-bas que vous ne voyez pas. Combien? Combien d'unités différentes sont affectées à une arrestation comme celle-là? Combien de membres du personnel différents? D'accord. Donc, cela dépend de l'arrestation. Et je n'ai pas le nombre exact ce jour-là. Mais les groupes d'intervention du service des marshals, comme celui du sud de la Floride, sont composés de plusieurs agences de maintien de l'ordre de la région. Cela inclurait par exemple le département de police de Miami, ainsi que d'autres agences fédérales, étatiques et locales dont sont issus les membres du groupe d'intervention. Et donc, plusieurs d'entre eux auraient été présents ce jour-là. Je vois. Écoute, moi j'ai déjà mentionné ça et il semble que ça va devenir un gros problème juridique, une bataille autour de l'extradition. Il y a ce traité, n'est-ce pas? Il y avait cet accord entre le Royaume-Uni et la Roumanie, selon lequel s'il y a une procédure roumaine en cours, le Royaume-Uni ne peut pas, tu sais, émettre le mandat ou essayer d'obtenir l'extradition des frères Tate jusqu'à la fin des procédures roumaines. Je ne sais pas dans quelle mesure le service des marshals américains s'implique là-dedans, mais est-ce qu'il arrive un moment où ils disent qu'on ne peut pas faire ça à cause de la Roumanie? Cela a-t-il été évoqué à cause de la Roumanie, où les autorités roumaines ont-elles dit qu'elles ne pouvaient pas le faire? Royaume-Uni, désolé, mais il y a un problème, un conflit. Je ne peux pas me prononcer spécifiquement là-dessus. Le fondement juridique sur lequel le service des marshals des États-Unis agissait était le mandat d'arrêt fédéral délivré par un juge du district sud de la Floride. C'est donc là que le service des marshals tire son autorité, comme dans tout autre cas où un mandat d'arrêt est délivré. Les questions juridiques derrière cela ne sont pas vraiment de notre ressort. Compris. Ont-ils évoqué leur arrestation ou détention? Ont-ils dit ou fait quelque chose que vous puissiez nous raconter? Qui méritait d'être signalé? Non, d'après ce que j'ai compris, même si je n'étais pas sur place, ils ont coopéré et l'arrestation s'est déroulée sans aucun incident ni problème. Ils n'avaient pas d'armes ou autre chose? Non. D'accord. Émilie, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je trouve cela vraiment intéressant et je voulais avoir ton point de vue sur ce à quoi nous devrions réfléchir alors que ce genre d'arrestation se produise, et en particulier celle-ci. Bien sûr, merci. Je suis ravie d'être ici. D'accord. Donc comme je l'ai dit, ouais, il y a eu une audience aujourd'hui
très brève, devant la juge fédérale américaine Lauren Lewis, une nouvelle audience a été fixée lundi prochain. Leur avocat a annoncé qu'il contesterait l'extradition. Les frères étaient présents au tribunal aujourd'hui. Ils portaient des uniformes beige de prison, des menottes. Tout cela selon les informations de l'Associated Press. Et regardez, c'est le début de ce qui pourrait être une bataille d'extradition très intéressante et possiblement compliquée. Le juge devra déterminer s'ils remplissent ou non les conditions d'extradition. Et si, comme nous en avons parlé, tout l'aspect roumain compliquera la procédure. Donc, nous verrons comment cela évolue et nous garderons un œil très attentif sur ce qui se passe entre maintenant et lundi prochain, et bien sûr ce qui se passera lundi prochain. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant, ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou où vous écoutez vos podcasts. Retrouvez-nous aussi sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X, Instagram ou mon émission Jesse Weber Live sur News Nation, du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À bientôt à tous.